Bonjour à tous et bienvenue sur la matinale de Speed Radio. Ce matin, nous allons parler d'un cycle qu'il y a en ce moment au quartier Luna. C'est le cycle Nathalie Sarraute avec 2 pièces, Enfance et Pour un oui, pour un non. Et j'ai autour de moi l'équipe de ces 2 très très beaux spectacles, à commencer par Gabriel Ledos. Gabriel, bonjour. Ensuite, nous avons également Tristan Ledos qui a mis en scène ces 2 spectacles. Bonjour Tristan. Bonjour Nadir. Nous avons aussi 2 dames qui jouent, qui sont les 2 comédiennes du spectacle Enfance. Anne Plumet, bonjour. Bonjour. Marie-Madeleine Burguet, bonjour. Et nous avons également Bernard Bollet qui joue avec Gabriel dans Pour un oui, pour un non, qui est le second spectacle de ce cycle. Bonjour. Et avec nous, dans Pour un oui, pour un non, joue Anne Plumet et Tristan Ledos, le metteur en scène. Et quelquefois, on fait des remplacements avec Marie-Madeleine. Donc voilà. Alors, comment est venue cette idée, justement, Gabriel, de ce cycle Nathalie Sarraute à Paris, comme je vois que ça s'est joué à Paris, et ici à Avignon. Comment est venue cette idée ? Alors voilà, d'abord, depuis plusieurs années, nous avons initié un cycle, un atelier, je dirais, autour de l'œuvre dramatique de Nathalie Sarraute. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai été assez fasciné par une mise en scène de régie qui créait C'est beau de Nathalie Sarraute, et c'est quelque chose qui est resté un peu gravé dans mon esprit, et je me disais qu'un jour j'aimerais me colter à cette œuvre que je trouve à la fois classique et singulière, hein. Et j'aime bien, dans le de mon parcours, être à l'origine des projets dans lesquels je joue, et j'ai fait ça à plusieurs reprises avec Jean-Marc Salvant, avec Jean-Marc Salvant. Je déplore qu'il n'ait pas pu être avec nous, qui a un petit théâtre à Antibes absolument magnifique, et on a créé ensemble une production pour réaliser ces projets. Et donc à plusieurs reprises, nous avons initié comme ça des choses ensemble, notamment des comédies politiques et burlesques que nous avons jouées au théâtre de la Madeleine, au théâtre des Bouffes Parisiens et au Mathurin. Bon, là, revenons à Nathalie Sarraute. Donc depuis plusieurs années, nous avons entamé ce cycle au théâtre de la Manufacture des Abbesses. Nous avons monté successivement Elle est là, Isma, Le mensonge, Pour un oui ou pour un non, et Enfance, qui n'est pas une œuvre dramatique, mais il nous a semblé que ce livre était emblématique de Nathalie Sarraute, et c'est un de ceux qui parmi toutes ces œuvres, a recueilli le plus d'assentiment du public. Et comme cette œuvre, c'est pas une autobiographie, mais est constituée de sa biographie, est faite à partir de sa biographie, nous avons trouvé vraiment bien que ce soit au centre de notre cycle. Donc notre travail a reçu, nous en sommes tous très heureux, un fort assentiment de la presse nationale, et nous nous sommes dit que ce serait bien d'aller le présenter à Avignon. Alors nous avons choisi Pour un oui ou pour un non, qui est la pièce et l'œuvre la plus célèbre de Nathalie Sarraute, enfin l'œuvre théâtrale la plus célèbre, et Enfance, qui est donc son autre livre emblématique, et nous le présentons. Nous avons joué l'année dernière Pour un oui ou pour un non au Coin de la Lune, on a rencontré un beau succès, puisque on a affiché complet à peu près toute la durée du festival. Ah, magnifique. Et nous avons donc amené au Pierre de Lune cette année, parce que la salle s'y prête vraiment bien à l'esprit du spectacle, au Pierre de Lune, Enfance, avec Marie-Madeleine Burguet et Anne Plumet. Voilà, j'en ai fini. Non, mais avec camarades Mais c'est très intéressant, justement. Je vais donner la parole à Anne et à Marie-Madeleine. Lorsque vous avez eu le texte d'Enfance de Nathalie Sarraute face à vous, quels ont été vos premiers ressentis sur le fait que vous alliez jouer cette œuvre-là sur scène ? Beaucoup d'émotions, je pense, et puis une petite peur de devoir l'adapter, enfin pas l'adapter, mais choisir les extraits qui nous paraissaient, ça c'est plutôt Anne et Tristan qui l'ont fait,
les extraits qui pouvaient le plus être représentatifs de ce qu'on voulait dégager de l'œuvre, mais beaucoup d'émotions. Ouais. D'ailleurs, laquelle de vous deux veut faire un petit résumé d'enfance, parce que pour un oui, pour un non, autant on connaît cette œuvre théâtrale de Nathalie Sarraute, autant enfance, c'est pas le premier que l'on a en tête. Donc, lequel de vous, même autour de la table, veut essayer cette dure tâche de résumer enfance? Eh bien, enfance est constitué de souvenirs de son enfance, de l'âge des premiers souvenirs, de 4-5 ans, jusqu'à sa rentrée au lycée. Nathalie Sarraute, dans son enfance, était ballottée entre la France et la Russie, entre chez son père et chez sa mère. Et enfance s'articule autour d'un dialogue entre Nathalie Sarraute et elle-même. Et c'est ce dialogue qui sous-tend tout le livre, qui nous a rendu évident son adaptation au théâtre, puisque qui dit dialogue dit rend la scène plus évidente. Si je peux ajouter juste une chose, bien sûr, parfait. Si vous voulez, elle part enfance, donc voilà, ça parle de l'enfance. Mais son point de vue, elle va donc se faire une plongée. Il y a toujours cette idée de plongée, même on verra dans Pour un oui ou pour un non, chez Nathalie Sarraute. Et vous savez que son œuvre s'articule autour de ce qu'elle appelle des tropismes. Donc elle choisit dans son enfance des petits points, des petits moments dont elle va rechercher, c'est pour ça à deux, la nature comme un sourcier, quoi, non plus, ou comme un pêcheur, comme ça. La nature de ses souvenirs. Enfin, la nature, comment dire, il faut qu'elle en ait gardé quelque chose de vif. Et par les mots, elle va nous les faire revivre. Voilà. Et donc c'est le même travail littéraire qu'elle opère dans ses autres livres et dans son théâtre. Voilà. Alors du coup, j'aimerais définir ou essayer de définir ce qu'elle appelle tropisme et ce qui est l'objet de sa recherche littéraire. Les tropismes, ce sont les atomes de ressenti que dans la vie, on ne prend pas le temps d'analyser. Ça peut être une intonation qui suscite de l'empathie ou au contraire de l'antipathie. Ça peut être un mouvement de sourcil, ça peut être... C'est-à-dire un silence, oui. Tous ces atomes de moments et donc de ressentis qu'on ne prend pas la peine, qu'on ne prend pas le temps d'analyser, mais qui nous conduisent, nous donnent nos directions, qui font qu'on va prendre telle ou telle décision, qui font qu'on va... qui constituent en quelque sorte la trame de nos vies. Hein. C'est un peu comme l'aile du papillon qui bat en Europe et qui provoque un tsunami. Oui, disons que Nathalie Sarraute continue le grand travail amorcé par le roman au XXe siècle, à travers l'œuvre de Joyce, de Proust et de Virginia Woolf, bien entendu, qui consiste d'une certaine manière à élargir notre champ psychique. Si vous voulez, pour les auditeurs qui ont lu Proust ou Joyce, peut-être moins nombreux, ou Virginia Woolf, après, on se rend compte qu'on est augmenté par le travail que fait Proust, parce que ce qu'il nous dit, on l'a éprouvé plus ou moins, quelquefois, mais sans y prendre garde, ou du moins, c'est pas un travail sur l'inconscient, mais on ne l'a pas fait apparaître à l'écriture, quoi, hein. Et donc, c'est à la fois un travail de recherche et de constitution d'œuvres et d'augmentation de nous-mêmes. Si tu voulais le lire, c'est toujours s'augmenter soi-même, puisqu'on voit la vie avec les lunettes d'un autre. Oui, bien sûr, parce qu'il faut qu'on le dise, enfants, ce sont des extraits du livre de Nathalie Sarraute, c'est pas l'intégralité. Bien sûr, évidemment. Voilà, on invite donc les spectateurs à lire le texte un angle de regard, quoi.
Tristan, Barbara, et puis vas-y, Tristan, explique Tristan. C'est-à-dire que si on avait donné l'intégralité du texte, les spectateurs auraient dû rester au moins 6 heures avec nous et on s'est dit que c'était un peu long. Ça se fait dans le in, ça se fait, Oui, ça pourquoi se pas dans le off. On y viendra peut-être. Mais on y viendra peut-être, ne poussez Remarquez, pas. pourquoi pas. Il nous faut pas moins que le palais. Hein. On Alors, a choisi un angle. il Oui. y a plusieurs thématiques qui sont abordées dans Enfance, mais celle que nous avons choisie comme fil rouge est celle de l'écartèlement entre son père et sa mère, dont elle n'a aucun souvenir ensemble. Ils se sont séparés avant Elle avait l'âge 2 des ans. premiers Elle avait souvenirs, 2 à l'âge de ans. 2 ans, et l'écartèlement physique qui en résultait entre la France Et et la la Russie, entre Paris et Saint-Pétersbourg. Ah, c'est... Et les allers-retours d'elle et de la mère. Et le brinque-ballement dans lequel elle a vécu jusqu'au lycée. Oui, c'est Enfin, ça. c'est-à-dire, quand on dit lycée aujourd'hui, c'était plutôt à 10 ans, quoi, au collège. Oui, le collège. 11 Oui, ans. c'est ça. Oui, ça Oui, correspondait. voilà, oui. Oui, ça Sixième. correspondait à cette. L'entrée en 6e, c'est la fin de l'enfance. Voilà. Mais ça, c'est un thème qui va parler à beaucoup de jeunes, j'allais dire de notre époque, mais même avant. Ceux de ma génération ont connu le fait d'avoir des parents séparés ou Bien divorcés sûr. et d'être brinque-ballés d'un lieu à un autre. Comment donc justement, je reviens vers vous, Anne et Marie-Madeleine, sur ce spectacle-là. Donc, Tristan vous a mis en scène. Pour vous, comment avez-vous travaillé justement cette idée de témoignage que fait Nathalie? Ben, on a essayé d'être au plus, à cause de l'écriture aussi, enfin surtout grâce à l'écriture, au plus près de nommer les choses qui apparaissaient, qui réapparaissaient, et puis qui échappent de toute façon. Oui. Elles apparaissent, et puis l'instant d'après, ça peut être oublié, mais il faut aller au plus précis du souvenir. Voilà. Et Cette recherche. cette Le recherche. préciser au maximum, le suivre à l'os pour que une image se dégage qui soit... Elle sort d'un brouillard, en quelque sorte, de la mémoire, et elle se fait... Elle se fait... Peut-être que tu peux citer ta dernière phrase qui est très emblématique de notre travail, c'est-à-dire... Ah oui, tu dis- elle dit... Je ne pourrais pas dégager, maintenant c'est fini, je suis trop grande en quelque sorte. Ces moments qui restent dans des choses floues, ouatées, et qui disparaissent avec l'enfance. Voilà, donc c'est Si. Ah, si, tout à fait. Mais C'est-à-dire non, mais cette que phrase est belle. Donc, dans cette recherche qu'on retrouve toujours de vérité finalement, de vérité au-delà des mots qui constituent l'ensemble de son travail littéraire, quand elle se lance dans l'écriture de ses souvenirs, elle veut surtout échapper aux images d'Épinal. oui. Aux souvenirs reconstruits. C'est pour ça que le roman s'articule d'un dialogue entre elle et elle-même. Elle-même, le son. C'est-à-dire qu'il y a toujours une espèce de surmoi ou de conscience qui de temps en temps donne un rôle d'arbitre ou pas de garde-fou mais de garde-faux d'une certaine manière. Par exemple, elle commence un beau souvenir et puis le surmoi va apparaître. Il va dire attends, tu te souviens, c'était pas exactement ça, c'était pas si joli, l'intonation était plus dure que ça, Ou c'était pas si dramatique. Ah, c'est voilà, beau ça. voilà. C'est quelque chose qui la remet, Voilà. qui la recadre un petit Un peu. petit peu. Voilà, Exactement. voilà. Ah, mais- Comme un arbitre qui sifflerait un hors-jeu en fait. Oui, tout à fait. Oui. La plongée dans l'enfance est le sujet de l'écriture. Voilà. Ah, mais c'est un thème qui est très très beau. Ah ouais, c'est- Et donc vous avez commencé à jouer il y a quelques jours déjà. Lorsque vous sortez de scène, surtout vous, Anne et Marie-Madeleine, et que vous venez à la rencontre du public, quelles sont les premières choses que vous dites au C'est public? très simple. Souvent, c'est quelle émotion. Parce que ça parle à tout le monde, c'est-à-dire que ça a un écho en chacun de nous. On ne peut pas avoir forcément vécu cette enfance-là, mais il y a toujours quelque chose qui Un écho, résonne, un écho. qui résonne en vous. Voilà.
Et à tel point, je peux peut-être citer une anecdote. Mais je vous en prie, bien sûr. Il y avait une dame, c'était à la Manufacture des Abbesses, qui vient, qui était très émue et qui dit, à un moment donné, je vous ai lâché. On dit, ah bon, quel moment? On était un peu inquiète sur, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, ah non, mais c'est pas vous. À un moment donné, j'ai été tellement submergée par un souvenir précis, douloureux pour moi, que j'ai tourné autour de ça et je ne vous écoutais plus. Et puis, j'ai respiré un bon coup et puis je suis revenue avec vous. C'était un des compliments les plus grands. C'est un compliment magnifique, ça oui. C'est que c'est vrai que lorsqu'on vous entend parler du thème d'enfance, et vous dans votre interprétation, c'est des choses qui peuvent avoir écho à n'importe quel spectateur, que ce soit des personnes d'un certain âge, même qui ont la soixantaine passée, ou même des plus jeunes qui ont 20 ans ou moins. Il peut toujours y avoir une petite séquence, une petite anecdote qui va leur rappeler leurs souvenirs à eux. Et peut-être dans la mise en scène que vous avez fait, Tristan, elle est assez simple, cette mise en scène, pour que justement il y ait l'imaginaire aussi et le souvenir des spectateurs qui travaillent lui-même, qui travaillent. C'est-à-dire le dispositif scénique est très simple, le plateau est presque nu, il y a 2 chaises. Il y a un travail sur les lumières, par contre, grâce à notre éclairagiste Christophe Grelier, très fin, constitué de médaillons, et on essaye de rendre ces éclaircissements, puisque l'action qui se passe au plateau est justement de rendre clair ces brumes qui enveloppent nos souvenirs les plus lointains. Nathalie Sarraute, c'est-à-dire qu'on est au-delà du récit, l'action est d'essayer de préciser et d'essayer d'éclairer et d'essayer de déconstruire nos souvenirs construits pour essayer de ressusciter, de susciter, de rendre quelque chose de plus véritable, de plus honnête. D'attraper le vrai. Et en même temps, c'est une écriture en marche. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est ça qui est très agréable, c'est que souvent des spectateurs nous disent qu'au-delà de l'émotion, on suit bien justement cette recherche au plus ténue des choses. Et ça, c'est bien, parce que le danger serait de se laisser trop submerger par l'émotion. Or, c'est quand même un travail d'immense recherche qu'elle fait, qui est très précis, qui est très intelligent. De recul, en quelque sorte. Et donc, ça, il faut que ça se voit. Elle l'a écrit à quel âge, d'ailleurs? Elle avait 82 ans. Elle avait 82 ans. Donc, elle avait pris énormément de recul sur son enfance avant de le dévoiler au lecteur. C'est la première fois qu'elle dit « je ». En fait, même s'il s'agit de biographie, c'est un travail en action. Voilà, c'est l'action du spectacle, et elle est très vive. Elle est très vive, elle est souvent drôle, et très souvent, c'est vrai, extrêmement émouvante, parce que au fond de ce livre, ce qui traverse ce livre, il n'y a aucun apitoiement, mais il y a une grande douleur. Quoi. Une grande solitude aussi. Enfin, voilà. Une douleur. Une grande douleur, oui. Dans vos spectateurs, depuis que vous avez créé ce spectacle, il y a dû y en avoir énormément qui avaient lu justement le livre original de Nathalie Sarraute. Est-ce que justement ces personnes-là, lorsqu'ils sont venus voir le spectacle, quand ils ont appris que c'était adapté au théâtre, ont trouvé que justement ils avaient l'impression d'être face à un livre vivant, ce qui pourrait être un très beau compliment aussi d'ailleurs. Face à un livre rendu vivant. Je pense. Ah oui. À l'évidence, oui, à l'évidence. Comme c'est un livre à 2 voix, enfin, je parle donc, comment dire, il y a un dialogue permanent. On parle à quelqu'un, il y a une adresse de l'une à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a et le récit et ce dialogue entre Sarraute et son surmoi, sa conscience, son double, entre Sarraute et elle-même. Donc avec toujours cette idée de garde-fou, d'arbitre, qui lui dit « Attends, tu n'es pas tout à fait juste, tu n'es pas tout à fait honnête. » Là, tu t'emballes, là, tu te fais plaisir, enfin, etc. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des phases de récit, des phases où elle revit vraiment, et des phases d'analyse et des phases de dialogue. Entre elle et elle-même. Dans ce cadre-là, Anne Plumet donc incarne Sarraute écrivain ou Sarraute enfant, et Marie-Madeleine incarne
ce surmoi, cette conscience qui vient l'aiguillonner, et aussi tous les autres personnages qu'on rencontre, donc son père, sa mère, une bonne, mais toujours la porte, toujours dans chacune des voix. Il ne s'agit pas d'illustrer, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce que justement, Marie-Madeleine, vous vous amusez un petit peu à jouer ce surmoi par rapport à Anne? Oui, je m'amuse beaucoup. Mais et dans l'incarnation des personnages, parce qu'en effet, il y en a quand même une petite collection, j'essaie de me tenir tout de même un peu en retrait, c'est-à-dire pas de les incarner d'une façon trop brutale et trop invasive, mais qui est toujours, malgré l'incarnation du personnage, la petite voix du dessus qui montre que c'est pas le personnage qui revient, c'est la façon dont on le fait revenir. On l'évoque en quelque sorte. Voilà. Et c'est assez délicat, ouais. Sûrement est un mot fort. Disons que les deux comédiennes, enfin les deux voix sont autant Sarraute l'une que l'autre. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est la Sarraute d'avant qui parle à la Sarraute. Non, mais même pas. C'est un dédoublement. Oui. Voilà, c'est ça. De la même personne. Un dédoublement, le mot est juste. C'est-à-dire, ou plutôt notre voix intérieure. On est nous tous en train de s'auto-analyser ou de s'auto-juger. On parle d'ailleurs à voix haute très souvent quand on est seul. Oui. On se dit, ah mince, j'aurais pas dû faire ça. Ou monologue intérieur. Voilà. Donc ce surmoi, c'est d'une certaine manière cette voix intérieure. Et justement, parce que malheureusement, on va devoir dans quelques minutes vous laisser partir parce que vous jouez dans quelques instants. Vu que ce spectacle, vous l'avez créé depuis un petit moment déjà, vous avez déjà dû le jouer peut-être devant des scolaires, que ce soit des collégiens et lycéens. Oui, parce que enfant, ça a été ou va être, je ne sais plus, entre autres au programme du bac français. Et donc, justement, comment ces tout jeunes qui ne connaissent pas l'univers de Nathalie Sarraute quel a été le prisme de réflexion de ce spectacle? Là, franchement, après, on n'a pas toujours pu tout le temps parler avec eux, mais les quelques fois où on a pu le faire, ils étaient fascinés, quoi. Ils étaient, on entendait une mouche voler et ils étaient. Oui, c'est vrai. Et puis après, très curieux, beaucoup de questions. Ça les a beaucoup. Et aussi, ça a l'air anecdotique, mais de connaître, enfin, l'âge auquel elle a écrit ça, ils n'en revenaient pas, quoi. Parce qu'à 82 ans, non seulement cette acuité d'esprit, cette acuité extraordinaire de son... Voilà. C'est vrai que ça donne... En fait, c'est ça qui est quand même assez, je vais dire spectaculaire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est qu'un livre écrit à l'âge de 82 ans sur l'enfance... La petite enfance. La petite enfance, pour être même précis, et qui parle à je ne sais combien, 5 ou 6 générations même, qui ont connu l'univers de Nathalie Sarraute, ou même qui n'ont jamais entendu parler d'elle. Et vous avez tous ces retours-là de la part de public de tous les âges. Ça ne peut être qu'émouvant. Ouais, c'est universel. Parce que c'est un écrivain extrêmement précis. Et puis, Dieu merci, il y a encore des choses intemporelles. Oui. Heureusement. Oui. On va vous libérer, Anne et Marie-Madeleine. Merci beaucoup d'être venues. Donc, je rappelle, Enfance, qui se joue en ce moment au quartier Luna, j'appelle mal. 11h30. À 11h30 au théâtre de Pierre de Lune, dans le cadre d'un cycle Sarraute. On va marquer une courte pause musicale. Et en attendant, on vous rappelle le jeu concours Speed Radio, auquel vous pouvez jouer jusqu'à la fin du festival en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à porter? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Vous pouvez gagner un iPhone 15 en envoyant Speed au 7 14 15. Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. A tout de suite. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival Off d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour sur Speed Radio avec Gabriel Ledoz, Tristan Ledoz et Bernard Bollet qui vont maintenant, donc on parlait du cycle Nathalie Sarraute en première partie, nous avons parlé de Enfance et maintenant nous allons parler de Pour un oui, pour un non. Lequel de vous trois veut faire un petit résumé de cette pièce qui est une pièce culte de Nathalie Sarraute qui se joue depuis des décennies. Alors
Gabriel, Tristan, lequel de vous deux a envie d'expliquer de quoi parle pour un oui, pour un non? Alors, il s'agit de deux amis. L'un, c'est un peu embêtant parce que il faut pas trop déflorer l'anecdote, mais bon, elle est tellement connue. Deux amis. L'un a repéré qu'il a l'air en froid avec l'autre. Les deux personnages s'appellent H1 et H2. Donc H1 a repéré que H2 lui fait le met un peu à distance, quoi. Lui bat froid. Et il vient chez lui pour éclaircir la chose. H2, qui le reçoit, se dérobe. L'autre insiste. Il dit, mais tu verras... si je te le dis, ce n'est rien en fait. C'est vrai qu'il y a quelque chose, mais ce n'est rien. Mais c'est quoi? Et sous l'insistance de H1, qui revient à la charge à plusieurs reprises, il se jette à l'eau et il lui dit, voilà, un jour tu m'as dit, c'est bien ça. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Voilà. Et donc, c'est pour ce c'est bien ça que la pièce va se dérouler, se prolonger et être l'objet d'une plongée et d'un affrontement et peut-être presque d'un pugilat entre les deux amis. Voilà, donc c'est à la fois drôle et tragique, comme vous le comprenez. Je sais pas, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du tropisme, de ces tropismes qui constituent la trame de nos vies et de notre ressenti. Les pièces de Nathalie Sarraute sont souvent des mises en application, comme des applications pratiques. Et là, dans ce cas-là, c'est une intonation que H2 qui blesse, une intonation utilisée par H1, mais sans qu'il se rende compte, qui blesse profondément H2. Mais laissons le public venir le découvrir. Tout à fait. Je pense que c'est bien. Alors, précisons tout de suite que H2 est joué par le magnifique Bernard Bollet, qui est en face de moi, et vous jouez H1. Moi, je joue H1, et nous sommes dans la vie de grands amis. Voilà. Et c'est un peu ce qui a aussi conditionné ce cycle, parce qu'on avait envie de jouer ensemble. On s'est évidemment, on est devenus amis en jouant ensemble il y a très longtemps, en 86 je crois, sur un plateau, et depuis on n'avait pas rejoué ensemble. On joue beaucoup l'un et l'autre, mais pas ensemble. Alors voilà, on se dit tiens, j'avais cette idée de Sarraute, et c'est comme ça, enfin cette obsession, ce désir, et il y a souscrit, et voilà. Et là, nous jouons donc cette pièce qui nous touche à deux titres. Justement, Bernard, comment avez-vous appréhendé ou même anticipé ce face-à-face avec, donc, sur cette pièce de Nathalie Sarraute avec Gabriel, justement, que vous connaissez depuis des années, puisque ce sont quand même, on peut dire, deux amis qui s'affrontent pour quelque chose qui, à la base, était anodin. C'est bien ça. Je pense, je me trompe pas dans le résumé à peu près du spectacle. Donc, comment avez-vous imaginé ce face-à-face avec Gabriel? On découvrira que c'était pas si anodin que ça. Bon, pardon. Oui, sans dévoiler, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Là, lorsque Gabriel m'a proposé l'idée de jouer cette pièce, je l'ai lue, je ne connaissais pas Nathalie Sarraute, je n'avais rien lu d'elle, et ça m'a paru à une première lecture complexe, une lecture compliquée. Je me suis aperçu que beaucoup, lorsqu'ils lisaient pour la première fois Nathalie Sarraute, avaient ce sentiment un peu de « mais où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on nous mène ?» Et c'est un spectacle maintenant que nous jouons depuis 3 ans. On le comprend, on le connaît, on le comprend. Je pense qu'on le comprend bien parce qu'on le comprend non pas uniquement avec nos intelligences, mais parce que c'est un texte que l'on dit, que l'on a mâché, que l'on dit depuis 3 ans,
Et encore maintenant, c'est tout l'intérêt de cette session-là ici à Avignon, encore maintenant, on plonge dans le texte et on le découvre avec, et c'est ce qu'on souhaite, et c'est tout l'intérêt de cette aventure, avec de plus en plus de justesse. On a de moins en moins d'envolées, de moins en moins de doutes. De doutes, si tout autant de doutes, parce que sans doute... De moins en moins, c'est peut-être un peu comme la foi. Sans doute, c'est compliqué. Quand on joue, mais non, c'est pas une question de doute, c'est une question de plonger vers on peut, devant la difficulté, parfois devant la complexité de ces mots, on peut mettre un nez rouge pour faire drôle, se prendre des colères pour illustrer le propos. Et tout notre travail depuis 3 ans fait qu'on diminue les effets de plus en plus et on se rapproche. Et c'est très agréable, pour nous en tout cas, et pour le public aussi, je crois. On se rapproche de plus en plus du texte, du sous-texte, de ce qu'il propose. Oui, de ce que propose. Enfin, voilà. Et voilà. Donc, les grands textes sont un peu comme ça. C'est pour ça. Ont tous. Par exemple, je joue le Neveu de Rameau depuis 2013. J'ai joué le Misanthrope très longtemps. Enfin, quand on a affaire à un texte de ce calibre, c'est nécessaire de le jouer longtemps, c'est-à-dire pas longtemps dans la continuité, c'est-à-dire le jouer un peu une année, le reprendre une année sur l'autre, et quand on ne le travaille pas, il s'épure encore, et il nous propose d'aller un peu plus vers le vrai, et on le sent en jouant, et du coup, on est pur et on va vers un maximum de simplicité. Et ces textes-là ont le pouvoir, de nous faire toujours découvrir quelque chose d'autre après. Oui, parce qu'ils sont gorgés de vie. Oui. Là, vous parlez du Neveu de Rameau, on parlait de Molière, et là, on est sur Nathalie Sarraute, qui sont des auteurs et des autrices qui sont maintenant, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais cultes, puisque ce sont des références et des modèles pour beaucoup. Mais donc, c'est en les jouant pendant longtemps, pendant plusieurs années, des fois même des décennies, ce qui a été le cas pour vous, Gabriel, pour le Neveu de Rameau, qu'on découvre de plus en plus la complexité du personnage, la complexité du texte, qui... En fait, c'est vrai que si on le lit en première analyse, là je parle par exemple du Misanthrope ou même des autres œuvres de Molière, on a la première strate. Et en général, les spectateurs s'arrêtent à ça. Mais vous, les comédiens, et Bernard, je pense que vous pourrez rebondir dessus également, au fur et à mesure que vous jouez pendant de longues années un texte, ce qui est le cas pour un oui, pour un non, le fait de le jouer pendant longtemps, sur de la longue durée et sans faire de grosses pauses, vous découvrez au fur et à mesure de vos interprétations, de vos représentations, des strates différentes, des sous-textes que vous n'aviez pas au fur et à mesure. Et ça continue jusqu'à ce que vous arriviez vraiment au noyau dur que l'auteur avait vraiment voulu créer au départ autour de ce texte et de ce thème-là. Mais j'ai l'impression que ça échappe à tout le monde. L'auteur, il propose un texte, il y a de la vie dedans, et elle lisait très très bien ses œuvres. Je pense que jeune, elle avait le désir d'être comédienne un peu sous-jacent, et elle l'a avoué, je crois, à 1 ou 2 reprises. Par contre, elle ne voyait pas comment son travail d'écrivain pouvait venir au théâtre, quoi. Et c'est parce là je raconte on parle de ça, c'est parce qu'un producteur et réalisateur de radio allemand a insisté qu'elle a écrit sa première pièce pour la radio. D'ailleurs, toutes ces pièces ont d'abord été créées à la radio.
Ah, elles ont d'abord été des pièces radiophoniques avant d'être scéniques. Exactement, même pour un oui ou pour un non, qui est sa dernière. Et plus elle a avancé, au contraire, jusqu'à son dernier livre, plus elle va vers une forme, je dirais, théâtrale. Ouais. Et son dernier livre, c'est les mots qui deviennent des personnages. Ce qui s'appelle Ouvrez, c'est un livre tout à fait fascinant que je vous recommande à tous. Voilà. On pourrait poursuivre sur ce sujet. Non, mais c'est vraiment très intéressant. Oui, alors donc on parlait de noyau dur. C'est vrai que comment dire, le texte est là. Nous aussi, on vit. Et nous ne sommes pas les mêmes aussi quand on le retrouve, parce qu'il y a eu un an de vie, et donc on a cette fraîcheur tout d'un coup qui nous apparaît et qui nous fait redécouvrir en jouant le texte, et on s'aperçoit que des choses qui nous des humeurs qu'on mettait, des choses démonstratives qui nous semblaient bien, non, c'est pas nécessaire, quoi. Il faut, on s'approche de plus de simplicité dans cette vie proposée par le texte, cette vie qui est dans le livre, mais qui ne sont que des mots sur une page blanche et auxquels nous sommes là pour donner chair. Et ils n'appartiennent plus à Nathalie Sarraute, ils ne nous appartiennent plus, ils nous appartiennent juste aux comédiens que nous sommes quand nous jouons. Mais justement, je crois que plus on est simple face à un texte comme ça, moins on réduit le texte à ce que nous sommes nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça paraît bien compliqué. C'est quand même, je tiens à dire, c'est un moment drôle. On s'amuse. Oui. Là, ça paraît très sérieux. On parle d'une façon très sérieuse. Mais la pièce fait rire. La situation est tellement incroyable que de ce point de vue-là, la pièce est très intéressante parce qu'elle fait rire et elle est en même temps une forme de pièce miroir. C'est-à-dire que nous avons joué évidemment devant des premières, puisque c'est souvent au bac, ou devant de jeunes futurs agrégés, parce que on étudie également ce texte à l'agrégation. Et comme on a eu la chance. Alors moi, pour les premières, je me disais, mais ils vont, oh là là, c'est peut-être un peu ardu. Pas du tout. À 15-16 ans, on a déjà éprouvé ce qui se passe sur scène. Et on se sent déjà, à 15 ou 16 ans, représenté par l'un ou par l'autre de ces deux personnages. Et ensuite, et bien évidemment, à tous les âges. Mais déjà très jeune. Et ça a été mon étonnement au départ. Je ne pensais pas que ça pourrait jouer d'une façon aussi forte, aussi prégnante sur des tout jeunes. Je pense que c'est dû au texte et même aussi à votre interprétation. Je pense que Tristan pourra rebondir dessus aussi après. La simplicité, comme on disait tout à l'heure, être simple dans l'histoire de ces deux personnages fait que n'importe qui peut se reconnaître dans cette situation. Cette situation, comme on disait tout à l'heure, elle peut paraître anodine pour une phrase dite d'une certaine manière. Ça peut prêter à conflit, mais il y a plein de choses derrière. Et c'est quelque chose que, même moi, je pourrais très bien me reconnaître dedans. Tout le monde. Et c'est pour ça que, même à l'âge de 15 ans, comme vous le disiez, et c'est ça qui est extraordinaire, parce que donc, dans le texte, je ne sais pas en quelle année elle l'a écrit, pour un dans les années 70 Non, ça a été créé en 85. Au 85 à la radio, et Balmer ça devait être en 86 qu'ils l'ont joué. Je jouais le misanthrope avec lui à ce moment-là. Ah oui, donc c'était juste avant ou juste après, je me souviens plus très bien. Oui, donc cette pièce a pas encore 40 ans, mais c'est intemporel. Complètement. Voilà. Et c'est intergénérationnel. Elle est surprenante. C'est pour ça, c'est ce qui fait sa fortune. Je veux dire, c'est très surprenant. C'est très surprenant et cette surprise est drôle. Mais après, elle vous entraîne vers une espèce de pugilat où l'amitié semble mise en pièces. Mais en fait, cette destruction de l'amitié, les deux personnages vont se rendre compte que c'est plutôt à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils sont destructeurs de l'un de l'autre. Oui. Donc c'est une pièce formidable sur l'amitié.
parce que cette destruction n'est pas le tout non plus de l'amitié, mais il y a quelque chose de tragique comme ça. Je trouve, moi, que c'est ça qui me plaisait chez elle. Il y a quelque chose, je disais, de singulier et classique. Elle a quelque chose à la fois de Racine, de Kafka, et un esprit extrêmement personnel. Voilà. C'est pour ça que j'aime beaucoup Nathalie Sarraute. Alors, les deux amis, H1 et H2, se livrent à un affrontement, mais cet affrontement, on ne peut s'y livrer qu'entre intimes. C'est pour ça que c'est aussi une pièce pas sur l'amitié, plutôt sur le ressenti, mais cette analyse du ressenti très fine et très profonde auquel vont se livrer les deux personnages ne peut avoir lieu que dans le cadre d'une grande intimité. C'est pour ça que c'est aussi une pièce sur l'amitié. Alors, on va devoir marquer une courte pause musicale et on va revenir sur ce sujet tout de suite. Je rappelle encore une fois le jeu concours Speed Radio pour pouvoir gagner un iPhone 15. Il faut pouvoir répondre à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Mamas Trio. Speed Radio, 10h midi, en direct du Festival of d'Avignon, Nadir Amaoui. Et nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette première heure de la matinale de Speed Radio. Nous sommes toujours avec Gabriel Ledoz, Bernard Bollet et Tristan Ledoz qui sont venus nous parler du cycle Nathalie Sarraute en ce moment dans le quartier Luna. Nous avons parlé tout à l'heure d'enfance et là nous étions en train de parler de pour un oui, pour un non. Je vous ai coupé la parole, Tristan, tout à l'heure et je m'en excuse. Nous parlons justement du fait que ce texte de pour un oui, pour un non soit intergénérationnel et que, en dehors du fait que ce soit un texte drôle, il y a aussi beaucoup de sous-textes dans ce face-à-face entre ces deux amis. Eh bien, parce qu'on essaye de parler de ce qui se cache d'au-delà des mots. Mais c'est très drôle. Tout part d'une intonation qui blesse l'un et donc va s'en suivre un affrontement où ils vont se renvoyer à la figure les différents moments où ils ont pu poser chacun, où ils étaient dans des postures et donc on se livre. Voilà, il y a beaucoup de jeux et une espèce de règlement de compte où ils s'envoient, où ça tire à balles réelles, comme on dit dans le langage courant. Et les échanges de répliques sont très drôles, très très drôles. Et c'est pour ça que ça fait rire aussi le public, parce qu'il y a un thème assez fort dans Pour un oui, pour un non, mais c'est un texte qui est drôle à la base. Oui, c'est très drôle, et puis c'est toujours drôle quand on entend deux personnes qui se connaissent très bien, et donc qui peuvent s'envoyer à la figure des choses très intimes qui les caractérisent tout à fait. Se moquer l'un de l'autre, parce que ça parle de la distance sur soi-même aussi d'une certaine manière. Il y a tellement de choses qui sont mises en jeu. Mais Bernard joue un rôle d'écorché vif. Plutôt. Donc lequel des deux est le plus virulent ? Vous, Gabriel, ou vous, Bernard ? Dans son personnage. Alors, ça oscille. Et c'est pour ça que c'est amusant pour le public, pour le spectateur, parce que au début, il peut se rendre aux raisons de l'un, et puis tout d'un coup, il comprend plus trop. C'est l'autre qui se dit tiens, bah oui, mais effectivement, l'autre a peut-être raison. Donc on oscille de l'un à l'autre, et c'est extrêmement cruel parce que c'est tendre. Cette tendresse est bafouée par des souvenirs où ils s'emportent l'un l'autre, ils se rejettent des... Ce qui est très 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 drôle, parce que bon. L'écorché vif attaque celui qui vient demander pourquoi. Et il est extrêmement pointu dans ses raisons et dans son analyse. Et mon personnage, H1, en prend plein la figure. Mais je vais lui renvoyer dans une deuxième partie la monnaie de sa pièce. Et ce qui est très drôle et formidable pour le public, c'est que ce que je lui renvoie, le public le voit sous ses yeux.
C'est-à-dire, c'est un acte qu'il opère, qui se fait aux yeux du public, et que moi, j'analyse, et où je le confonds totalement. D'ailleurs, une petite question. Comme je n'ai pas encore eu la chance de voir votre face-à-face, vous n'êtes pas que tous les deux sur scène. Il y a deux autres comédiens avec vous, Anne Plumet qui était avec nous tout à l'heure, et vous-même, Tristan, en alternance. Mais à quoi correspondent ces deux autres personnages ? À des bribes de la vie de H1 et de H2 ? Alors, les personnages, les deux voisins qui arrivent pendant quelques minutes sur scène, en définitive, parce qu'à un moment donné, on est à un niveau de la pièce où tout d'un coup, le public se dit « Oulala, mais qu'est-ce qui se passe ? Je suis en train de perdre pied, je ne comprends plus trop. » Les voisins arrivent et ils sont, de mon point de vue, les représentants du public. Ils disent « Mais écoutez, devant vos fanfaronneries, devant vos disputes, vos trucs comme ça, on n'y comprend rien, c'est tellement ubuesque, c'est tellement n'importe quoi, on n'y comprend rien. » Et je pense que c'est un moment qui fait du bien au public, parce que le public commence à lâcher prise, il ne sait plus trop où on en est, et il s'est dit, les voisins également ne comprennent pas. Donc ça les raccroche au wagon, et ensuite ça va se poursuivre dans beaucoup de cruauté. Alors, après cet Avignon, qui j'espère sera, encore une fois, pour ces deux pièces couronnées de succès, y a-t-il une éventualité d'un retour à Paris pour enfance, comme pour un oui, pour un non ? Écoutez, ce serait bien de reprendre pour un oui ou pour un non, parce que je pense qu'il y a une demande. On a la chance d'ailleurs de faire la couverture des éditions Hatier pour le fascicule sur pour un oui ou pour un non, pour le bac de français. Parce que pour un oui magnifique, est au programme. magnifique. Voilà, donc ça serait pas mal de le reprendre. Mais nous n'avons pas fini notre travail autour de ce cycle Sarraute, puisqu'il nous reste 2 pièces à monter, Le Silence et C'est beau. Alors, on n'a pas encore... Va-t-on peut-être les voir à Avignon en 2025, ces deux pièces-là ? Pourquoi pas. En tous les cas, on a encore du pain sur la planche, et puis nous, on est décidé de proposer, enfin, on aimerait proposer partout notre travail et faire oui, parce que c'est élargir le petit cercle des connaisseurs, comme disait Bertolt Brecht. Là, quand même, on est au-delà du petit cercle des connaisseurs, puisque ça fait quand même 3-4 ans maintenant que vous jouez ces deux spectacles. Le cercle des connaisseurs, c'est quand même énormément agrandi. Là, oui, on est... à Avignon, on fait c'est notre travail de comédien. Et écoutez, sincèrement, merci beaucoup Gabriel, merci beaucoup Bernard et merci beaucoup Tristan. On va rappeler quand même les deux spectacles. Là, elles nous ont malheureusement quittés pour aller jouer, je précise quand même, Anne Plumet et Marie-Madeleine Burguet, qui jouent Enfance de Nathalie Sarraute dans une mise en scène de Tristan au théâtre Pierre de Lune, que je dise pas de bêtises. Tous les jours, sauf les... On va voir si quelqu'un suit autour de la table. Non, il n'y a pas de relâche. Non, il n'y a pas de relâche. Vous faites pas de relâche. Il n'y a pas de relâche du tout. Alors, extraordinaire. Donc, il n'y a aucun relâche. Et vous, pour un oui, pour un non, vous jouez au Coin de la Lune. À 16h20. À 16h20, donc vous jouez cet après-midi également. Exactement. Relâche le 11. Écoutez, très bonne journée à vous trois. Merci de votre accueil, Nadir. Merci beaucoup de votre accueil, Nadir. Merci beaucoup. Je vous dis les 5 lettres pour enfance et pour un oui, pour un non. On espère que cet Avignon sera encore une fois couronné de succès pour vous. Merde, on peut le dire. Merci. Disons-le, merde, clairement. Voilà. On prend. Et nous, on se retrouve dans quelques instants avec de nouveaux spectacles. Et on vous rappelle toujours le jeu concours Speed Radio, dans lequel vous pouvez gagner un iPhone 15 en répondant à cette question. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à frapper ? Première réponse 3, deuxième réponse 9. Envoyez Speed au 7 14 15. Le tirage aura lieu le 21 juillet amateur. Donc jouez à fond, vous pouvez gagner cet iPhone. Surtout, n'hésitez pas. On vous souhaite une très bonne journée. Et moi, je vous retrouve dans quelques minutes avec de nouveaux invités. À tout de suite.